Chapitre 17, induction électromagnétique. Alors ça, c'est le chapitre où on voit comment les forces magnétiques ou les effets magnétiques en général vont faire apparaître de l'électricité à un endroit où il n'y en avait pas. Donc si vous cherchez la définition pour induction, là c'est ça, c'est qu'on fait apparaître de l'électricité dans un circuit où il n'y en avait pas. Pour faire ça, on a trois façons, mais il y a une seule équation qui va gouverner l'induction électromagnétique. C'est celle qui est inscrite ici, où vous avez E qui représente la différence de potentiel. J'ai choisi les mêmes symboles que Will dit. Donc ça, là, c'est la DDP, différence de potentiel induite, évidemment mesurée en volts, et la différence de potentiel induite dans un phénomène d'induction électromagnétique, c'est égal, en tout cas proportionnel, à N, le nombre de spires ou le nombre de tours. C'est une quantité mathématique pure, un nombre pur, donc il n'y a pas d'unité de mesure. Et on doit multiplier par une dérivée. Là, je ne connais pas vos connaissances en mathématiques et en calcul différentiel et intégral, mais la dérivée dφ dt, là, ça veut dire variation de la variable qui est en haut. Dans ce cas-ci, c'est phi, le nombre de lignes de flux magnétique, par rapport au temps. Donc, ça représente la quantité, entre parenthèses, l'intensité de la variation du flux magnétique dans le temps. C'est la seule façon de créer du courant électrique là où il n'y en avait pas, c'est de prendre du flux magnétique et de le faire grandir ou diminuer au fur et à mesure que le temps coule. Donc, par exemple, si on veut faire un exemple simple, là, vous imaginez que cette bobine-là que j'ai dessinée en noir, c'est bêtement un fil électrique conducteur, mais il n'est pas relié à une source là, pour l'instant. Et vous imaginez ensuite qu'il y a du flux magnétique qui traverse cette bobine-là, mais pas beaucoup au début. Je dis pas beaucoup, en fait, même ça pourrait être pas du tout. L'important, c'est qu'il y ait du flux magnétique comme ça, puis que ce flux-là soit pas très grand pour qu'on puisse le faire varier ensuite. Imaginez que on augmente, par exemple, l'intensité des aimants qui sont de chaque côté et qu'on fait apparaître de plus en plus de lignes de flux magnétique. On va voir dans un instant qu'on a plusieurs façons de faire apparaître des lignes de flux magnétique. On peut modifier aussi la géométrie de notre circuit électrique. Dans ce cas-ci, je fais bêtement ajouter des lignes de flux magnétique et je vais appeler ça phi F pour le flux magnétique final. Et ce qui va se passer, c'est que au début, on avait seulement 2 lignes de flux et puis maintenant, on en a un paquet. Là. L'univers va réagir à ça en respect avec l'équation qui est inscrite ici et va faire apparaître une différence de potentiel induite qu'on va appeler E entre les deux pôles ici. Et cette différence de potentiel-là va être proportionnelle au nombre de spires. Évidemment, plus on a de tours de fil, de spires, plus on va récolter de volts. Et plus la différence, la variation de flux en Weber par seconde va être importante, plus on va récolter de volts aussi. Ensuite, ce qu'on pourrait faire, là, c'est fermer ce circuit-là. On pourrait mettre une ampoule, une résistance sur le chemin de l'électricité et on va faire allumer l'ampoule en récoltant l'électricité induite et on va probablement se ramasser avec un courant électrique I induit qui va circuler dans le circuit en suivant la loi d'Ohm. E est égal à RI, comme ça ici. Évidemment, on aurait la résistance de la lampe et du résistor en série dans ce cas-ci, mais c'est le principe de l'induction électromagnétique. On fait varier le flux, augmenter ou diminuer. Moi, je l'ai fait augmenter, mais ça fonctionne aussi avec une diminution de flux magnétique et on va récolter de l'électricité dans un circuit où il n'y en avait pas. Bon, voyons maintenant les 3 façons particulières de faire apparaître de l'électricité dans un circuit où il n'y en avait pas. La première façon, là, c'est d'augmenter ou de diminuer, varier la densité de flux magnétique. Donc ça, c'est la méthode que je viens de vous montrer. Là, vous avez une bobine ou un circuit dans lequel il n'y a pas d'électricité et on va prendre les lignes de flux magnétique comme ça et on va les augmenter. Donc, on va augmenter la densité de flux magnétique. Au début, il n'y en avait pas beaucoup
et ensuite, on en fait apparaître plein. Ce qui est intéressant de se demander, c'est dans quel sens va s'installer le courant électrique induit à l'intérieur d'une boucle comme ça, dans laquelle on augmente la densité de flux magnétique. Ça, c'est la loi de Lenz qui va nous le donner. Grosso modo, rapidement, là, si on est en train d'augmenter B, l'univers sera pas content et va se fâcher en faisant apparaître un flux magnétique ou une densité de flux magnétique induite qui va aller à contresens des lignes de flux magnétique qui sont en train d'augmenter. Parce que l'univers s'oppose à la variation de la densité de flux magnétique. Donc là, c'est en train d'augmenter. Donc l'univers va faire apparaître des lignes de champ induits qui vont à contresens de celles qui sont naturellement là pour s'opposer à cette variation-là. Ensuite, on fait la règle à main droite avec le champ B induit en bleu. On met notre pouce dans cette direction-là et nos 4 doigts vont nous donner la direction du courant électrique induit. Je vais revenir plus tard à cette loi-là, mais comme elle est essentielle et très importante, je l'introduis tout de suite. Donc, on va avoir là, du courant électrique qui va vers la droite à l'avant et vers la gauche à l'arrière de la boucle parce que nos 4 doigts de la main droite s'enroulent dans ce sens-là. La deuxième façon de faire augmenter, faire apparaître l'électricité à l'intérieur d'une boucle, c'est qu'on peut varier la surface A de la boucle. Donc, par exemple, si vous avez une boucle circulaire comme ça ici, dans laquelle il y a des lignes de flux magnétique qui circulent. Tiens, je vais en faire 3 comme ça. Vous pouvez écrapoutir la boucle. Donc, on peut changer la géométrie de la boucle. Et des fois, c'est possible. Hein? Il y a des boucles là, qui sont molles, flexibles, et dont on peut changer la géométrie. De cette façon-là, là, on va faire passer moins de lignes de flux magnétique à l'intérieur de la surface efficace de notre boucle. Donc, vous voyez ici qu'on avait une grande surface et en l'écrapoutissant, j'aurais pu exagérer encore, il semble que cette surface-là, A initiale et A finale, soit plus petite maintenant que j'ai écrapouti la boucle. Donc ça devrait nous donner aussi une variation de flux magnétique, dφ dt, qui va engendrer, selon l'équation de Faraday de la page précédente, une apparition de flux magnétique opposé et une apparition de courant électrique induit. Encore une fois, on peut se demander, dans quel sens ça va apparaître. On va y revenir plus tard pour pas alourdir les dessins et la compréhension. Je le fais pas pour celle-là. Ensuite, on peut aussi changer l'angle. On peut changer l'angle θ de notre boucle. Ça, c'est plus dur à dessiner, là, mais rapidement, là, si vous avez une boucle comme ça, qui possède un axe de rotation. Sur la prochaine page, on va le voir mieux, là. On peut faire changer la position θ de la boucle par rapport au flux magnétique ou à la densité de flux magnétique en opérant une rotation. Donc, une rotation, par définition, c'est une modification de l'angle entre la boucle, comme ça, et le champ magnétique, et on va se ramasser là, avec une boucle qui a pivoté sur elle-même. À ce moment-là, le champ magnétique, lui, ou la densité de flux reste la même, et on va faire apparaître, selon l'équation de Faraday toujours, un courant électrique qui tourne dans un sens ou dans l'autre à l'intérieur de notre circuit. Donc, ce sont les 3 façons. Et il n'y en a pas d'autres. Hein? Vous pouvez varier l'intensité du champ magnétique, varier la surface ou faire tourner la boucle. Ce sont les 3 seules et uniques façons de faire apparaître de l'électricité. Et ce sont ces méthodes-là qu'on emploie à l'intérieur des générateurs, des dynamos qui vont produire du courant électrique à partir de l'énergie mécanique de rotation. Pensez par exemple à une turbine dans un barrage hydroélectrique. On se sert de l'énergie mécanique contenue dans l'eau et on active la turbine avec l'énergie potentielle gravitationnelle de l'eau. Ça nous donne de l'énergie mécanique de rotation. La turbine tourne et dans l'alternateur qui est relié à la turbine, on va produire de l'électricité avec une de ces 3 méthodes-là. Généralement, là, c'est une rotation, la méthode de changer l'angle, qui va nous produire un courant alternatif dans l'alternateur. La loi de Lenz, excessivement important. La loi de Lenz, là, c'est elle qui donne le sens du courant électrique induit à l'intérieur d'un circuit par le phénomène d'induction électromagnétique. La loi de Lenz nous sert à déterminer la polarité, plus ou moins, d'un conducteur, et c'est drôlement pratique dans les moteurs, entre autres, et
pragmatiquement, là, dans l'immédiat, c'est pratique pour l'examen. Donc, vous voulez apprendre comment ça fonctionne. Il y en a toujours plusieurs pendant l'examen. Je lis la définition parce que ça vaut la peine. Le courant induit, donc c'est celui qui va apparaître dans votre circuit, est de sens tel qu'il s'oppose à la variation de flux magnétique qui le génère. Donc, c'est encore l'idée de l'opposition. Si vous voulez vous en souvenir, là, moi, je garde en tête que l'univers déteste les changements et va être proactif dans ce sens-là. L'univers, quand tu lui pousses un changement de flux magnétique, l'univers se fâche, devient furax, fâché noir et non seulement il est fâché puis pas content, mais il est proactif dans sa colère et il va faire apparaître un courant électrique induit qui s'oppose à cette variation-là qu'il déteste de flux magnétique. Voyons comment ça fonctionne. Prenons une boucle comme celle que j'ai dessinée à la page précédente avec un certain nombre de spires et vous voyez que j'ai fait là avant et après. On va faire augmenter ou diminuer des lignes de flux magnétique qui passent à travers cette boucle-là. Pour faire changement, je vais dessiner mes lignes de flux magnétique du bas vers le haut, comme ça ici. Imaginez qu'au début, on a une seule ligne de flux magnétique, phi initiale, comme ça ici. Ça, c'est avant. Faisons augmenter ces lignes de flux magnétiques-là pour qu'il y en ait maintenant beaucoup qui passent à travers notre boucle. Notez qu'ils ont toujours le même sens, là. On fait seulement augmenter l'intensité du flux magnétique, donc de la densité de flux magnétique. On peut l'écrire aussi, BI, BF. La densité de flux magnétique en Tesla avant, après. Comme on a une augmentation, l'univers va se fâcher. Et qu'est-ce que va faire l'univers? Il ne se contentera pas de se fâcher, il va être proactif dans sa colère et il va faire apparaître un champ magnétique induit, une densité de flux magnétique induit qui va s'opposer à la variation. Comme la variation, nous, c'est une augmentation dans le temps, entre avant et après, le champ magnétique qui va apparaître va s'opposer à cette augmentation-là et va aller à contresens du flux magnétique qui était là avant. Pour essayer, au total, si on fait la somme nette de toutes les flèches, de garder la densité de flux magnétique nette comme elle était avant. Est-ce que l'univers va réussir avec ces flèches bleues qui représentent le flux induit et la densité de flux magnétique induite à garder le flux magnétique total comme il était avant? L'histoire le dit pas. Tout ce que l'histoire dit, c'est qu'il va apparaître, qu'on le veuille ou non, un flux induit qui va s'opposer à l'augmentation, dans ce cas-ci, du flux magnétique, et qui va essayer de le garder comme il était avant. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la direction des lignes bleues. On doit mettre notre pouce dans la direction des lignes bleues, le champ magnétique induit, le flux induit, et nos 4 doigts de la main droite vont s'enrouler dans la direction du courant électrique induit. Donc, on va avoir un courant électrique qui va vers la gauche en avant et vers la droite en arrière. Donc, le courant électrique va tourner dans ce sens-là. On l'appelle I indice IND pour le courant I induit et on dessine son sens là, en faisant attention de mettre l'avant comme il faut et l'arrière là, pour qu'on puisse distinguer en perspective sur le dessin qu'est-ce qui est en avant et qu'est-ce qui est en arrière. On fait une autre démo, même principe, mais cette fois-ci avec un cadre qui tourne. Vous voyez, je travaillais fort là, sur mon effet de perspective et on voit bien que le côté droit est à l'avant et que le côté gauche est à l'arrière. Dessinons des lignes de flux magnétique, mais cette fois-ci, faisons un changement. Dessinons les lignes de flux magnétique avec une grande densité au début et faisons diminuer la densité des lignes de flux magnétique entre avant et après. Donc ça, c'est notre flux magnétique initial, 3 lignes de flux magnétique. Et, ah non, excusez, je vous ai dit, c'est pas ça que je voulais montrer. Ici, je veux monter une rotation. Donc, ça va être le même, c'est pas grave, là, c'est la même quantité de flux magnétique, mais avec la rotation, ce qui arrive, c'est qu'on garde le nombre de lignes égales. En fait, on pourrait changer les deux en même temps, là, mais on garde les choses simples pour pas mélanger et faire lâcher l'école aux étudiants. Là. Donc, phi I, dans ce cas-ci, et phi F sont égales. C'est pareil. Par contre, ce qui change, vous voyez comme moi, c'est l'orientation de notre cadre. Notre cadre, là, il pourrait y avoir plusieurs tours aussi N.
Et ce qu'on doit se demander, c'est est-ce que on a une augmentation ou une diminution du flux magnétique à l'intérieur de cette bobine-là. Donc, vous voyez, c'est le même nombre de lignes, sauf que les lignes qui sont ici passent au travers et les lignes qui sont en bas, eux, vont passer tout droit. Parce que le cadre est parallèle aux lignes de flux magnétique. À ce moment-là, on va avoir une diminution du nombre de lignes efficaces qui croisent la surface du cadre. Et qu'est-ce qui va se passer? Bien, regarde bien, il va apparaître un flux magnétique induit à l'intérieur du cadre et on doit se demander de quel sens. Regarde bien, ici, là, il y avait des... Et puis le cadre tourne de ce sens-là. Vous comprenez? Ça veut dire que ce côté-là s'en vient vers nous et puis l'autre côté, ici, s'en va vers l'arrière. On avait 3 lignes qui traversaient le cadre et qui rentraient par là, par l'avant et qui sortaient par l'arrière. Donc, l'univers va vouloir conserver ça et va faire apparaître du flux magnétique à l'intérieur de la surface du cadre, et on va appeler ça B induit, densité de flux magnétique induite, qui va entrer. C'est comme là, si l'univers, là, vu qu'on en perd, il va vouloir faire apparaître des lignes de flux qui s'en viennent comme ça. Mais ce côté-là est rendu à gauche, et ce côté-là est rendu à droite. D, G, G, D, pour que ce soit bien clair. Donc, on va avoir du champ induit qui entre à l'intérieur de la surface. Même principe que tantôt. On met notre pouce dans cette direction-là et nos doigts vont s'enrouler dans un sens tel que on va avoir le courant I induit qui va vers la droite en haut, vers la gauche en bas, vers le haut à gauche et vers le bas à droite. Donc, notre courant I induit va tourner en sens horaire à l'intérieur de notre cadre parce qu'il y a eu une diminution du nombre de lignes de flux rouges efficaces qui coupaient la surface et l'univers va vouloir garder ça constant. Donc, il va essayer de faire du champ magnétique dans le même sens que ce qu'il y avait avant parce que cette fois-ci, c'est une diminution due à une rotation. OK, page suivante. Hugues et puis Jean là, veulent qu'on mette de l'emphase sur un conducteur qui est pas fermé, donc une boucle ouverte, si vous voulez, rectiligne, qui bouge dans un champ magnétique. Ça, il paraît que c'est quelque chose qui revient à tour de bras dans les moteurs et on va voir comment se comporte en termes d'induction électromagnétique un fil électrique rectiligne qu'on force à bouger sous une trajectoire rectiligne aussi, dans un champ magnétique ou dans une densité de flux magnétique uniforme et constante. Le schéma est assez clair. On a un fil rectiligne, longueur L, qu'on mesure en mètres, évidemment. On a une vitesse en mètres par seconde pour ce fil conducteur-là. Donc, vous pouvez l'imaginer, là, il est ici et il se déplace vers le haut de ma feuille. En ligne droite, à vitesse constante. Tiens, on peut l'écrire. On garde les choses simples. Le flux magnétique, lui, dans lequel est immergé notre conducteur, entre à l'intérieur. Le symbole avec la croix, ça veut dire qu'il entre à l'intérieur. Et l'équation qui gouverne l'induction électromagnétique, quand on applique l'équation de Faraday que j'ai montrée sur la première page à un cas comme ça, voici ce qu'on obtient. On obtient une multiplication simple de la densité de flux magnétique dans lequel notre fil est immergé par la longueur en mètres et par la vitesse en mètres par seconde. À une condition, il faut que la vitesse soit perpendiculaire au champ magnétique B. Sinon, ça fonctionne pas et on va être obligé d'ajuster cette équation-là. C'est pas la fin du monde, là. Il faut rajouter un sinus θ avec l'angle entre ces deux vecteurs-là. Mais dans votre livre, on garde les choses simples et on va toujours avoir des cas où la vitesse V est parfaitement perpendiculaire avec la densité de flux magnétique B. Donc, on peut calculer E. Le E, là, c'est ce qu'on mesurerait avec un voltmètre. Mettons que toi, tu viens brancher un voltmètre entre les deux extrémités de ton fil conducteur, tu vas mesurer sur ton voltmètre une différence de potentiel E. En fait, c'est pas si simple que ça, parce que dans la pratique, si on branche un voltmètre, on est en train de fermer le circuit et on mesurera pas grand-chose, là. Mais
si on avait un voltmètre magique là, qui est capable de pas fermer le circuit et qu'on pouvait prendre le potentiel absolu de chaque côté, faire la différence, ce serait eux là, qui seraient là en volts. Donc ça, c'est la DDP induite dans votre fil en volts. Maintenant, de quel côté va être le plus et de quel côté va être le moins? La question se pose, ça va pas de soi. Là. Il faut être capable de dire le côté droit va être plus ou moins, le côté gauche va être plus ou moins. Il faut connaître la polarité de ça. Pour faire ça, il y a plusieurs méthodes. Là, ma préférée, c'est de se ramener à une équation qu'on a déjà vue. F est égal à Q, V, B. Comme ça. Cette équation-là, on l'a vue précédemment et elle nous donne la force magnétique sur une charge électrique Q en mouvement avec une certaine vitesse dans une densité de flux magnétique B. Et ça ressemble dangereusement à ce qu'on a dans ce scénario-ci. Voyons une chose. Imaginons qu'on a des charges, le conducteur là, électrique, c'est rempli de charges positives mobiles et de charges négatives mobiles aussi. L'idée avec un conducteur électrique, c'est ça. On a des charges à l'intérieur du métal qui sont disponibles pour se déplacer facilement à l'intérieur du fil conducteur. Donc, ces charges-là, ce sont les charges Q. Et ils sont agrippés à l'intérieur du fil conducteur. Donc, toutes ces petites charges-là possèdent une vitesse V égale à celle du conducteur. Et toutes ces charges-là baignent dans la densité de flux magnétique uniforme et constante, comme le conducteur, puisqu'elles font partie du conducteur. Maintenant, appliquons l'équation et utilisons la règle à main droite. Commençons avec une charge positive pour garder les choses simples. On met les 4 doigts de la main droite dans la direction du premier vecteur de mon produit vectoriel, c'est la vitesse V. Ensuite, on ajuste l'angle de notre main droite pour être capable de replier vers le champ B qui, lui, entre à l'intérieur de la page. Donc, il faut mettre notre main, qu'on le veuille ou non, dans la direction que je suis en train de faire, moi, et notre pouce, si vous avez la main droite qui a une morphologie normale, va pointer vers la gauche. Ça veut dire que les charges positives, celles-là, entre autres, vont sentir une force électrique qui va aller vers la gauche et qui va les pousser à se déplacer vers le côté gauche du conducteur. Donc, au final, vous allez vous ramasser avec un tas de charges positives qui vont être ramassées à l'extrémité gauche de votre conducteur électrique. Donc, ces charges-là, ils vont quitter le milieu du conducteur et ils vont se déplacer vers la gauche. Ils ne seront plus là. Pour les charges moins, c'est le même principe. On fait la même chose. On met nos 4 doigts dans la direction de la vitesse, on replie vers le champ B, on trouve vers la gauche, mais attention, comme la charge est négative, le scalaire Q est négatif et on doit faire une rotation de 180 degrés sur notre réponse et on va se ramasser avec une force sur les charges négatives qui va vers la droite. Et au final, vous allez vous ramasser avec un paquet de charges moins agglomérées du côté droit. Donc, ces charges-là vont s'en aller du milieu et du côté gauche et vont finir, si on attend un peu, tout à droite. Morale de l'histoire, on a du potentiel négatif V à droite et du potentiel positif V++ à gauche. Donc, c'est à l'aide de cette équation-là et de cette règle de la main droite-là qu'on obtient la polarité de notre conducteur. Donc, le voltmètre, là, mesurerait une différence de potentiel plus élevée de ce côté-ci, à gauche, et plus faible de ce côté-là, à droite. Et voilà, c'est comme ça qu'on trouve la polarité d'un conducteur électrique